on ne peut pas considérer l'individu seul. L'individu baigne dans un contexte sociétal, familial, enfin, c'est l'individu et les autres. Et c'est dans ce lien entre l'un et l'autre que les choses se jouent. Nous voici pour une nouvelle émission de La Voix du Yéti, saison 2, avec aujourd'hui Olivier Caymax. Bonjour. Bonjour Steve. Ravi de te rencontrer. Ravi de te revoir. Ça fait longtemps qu'on essayait de te voir. De prendre notre temps. Et aujourd'hui, on peut. Donc, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder avec toi, mais évidemment, le sujet de l'entreprise, des organisations, des gouvernances, du sens dans le monde de l'entreprise. Aborder vraiment ce rôle du manager, du middle manager qui est parfois tiraillé entre le faire et l'être, entre le pouvoir guider la voie, avoir les résultats et en même temps ensoleiller son équipe, j'ai envie de dire. Mais peux-tu te présenter d'abord succinctement? Quel est ton parcours? D'où viens-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Olivier, j'ai 57 ans. Je suis liégeois, à Bruxelles depuis un paquet d'années, mais liégeois quand même. Je suis papa de 2 grandes filles, 26 et 27 ans, comme le temps file. En termes de parcours professionnel, je suis passé par pas mal de cases. Un long démarrage au moment où Internet a débarqué en Belgique, en 93. J'ai terminé des études de gestion hôtelière en 91. Et puis Internet débarque en 93. Je suis resté dans les télécoms jusqu'en 2001. J'ai ensuite lancé une activité qui consistait à transformer des bus et des camions, beaucoup de bus anglais, pour en faire des véhicules, des objets promotionnels, beaucoup de tournées en France. Cette boîte a fait faillite en 2013, et donc je me suis retrouvé, pour appeler ça, à la croisée des chemins, à me demander ce que je pouvais faire ou ce que je savais faire, et ce que je savais faire à l'époque, c'était vendre. Et donc j'ai commencé à faire du conseil commercial pour des PME. Et très vite, la dimension CRM est revenue sur le devant de la scène. Et je dis revenue parce que j'avais beaucoup travaillé sur le sujet CRM pour ma propre activité. Et donc je me suis assez rapidement retrouvé à donner du conseil sur les sujets CRM. CRM, c'est Customer Relationship Management, ce sont les outils de gestion commerciale. Et j'ai donc commencé à faire ça en 2013. Je me suis assez vite rendu compte que, 1, c'est un sujet porteur. 2, quand on parle de CRM, en fait, on ne parle pas vraiment de CRM. Ce dont on parle réellement, c'est de la gouvernance de l'entreprise, son fonctionnement, la façon dont les décisions se prennent. Et ça m'a amené à la découverte de l'agilité en 2014. La rencontre avec Michel Duchâteau, quelques cours pris en particulier, une rapide certification, etc. Mais le pli de l'agilité était pris. Et puis la suite, en fait, est une espèce de lente glissade. Formation en coaching à l'asso ICF, Coaching Ways en 2016. Si Max Mullemans. Oui, Mario Rastelli, etc. Qu'on salue. Oui, au passage. Pendant cette formation en coaching, il y avait une insistance vraiment marquée sur le fait que le coaching n'est pas de la thérapie. Je pense que ça a dû exciter une espèce de curiosité quant à ce qu'est donc la thérapie. Il y a cette espèce de point de bascule entre maintenant et puis auparavant, c'est le domaine de la thérapie et c'est là que va un thérapeute. Le coach, lui, ne fait pas ça. Il est au service des objectifs de son client. Il aide son client à exprimer le meilleur de ses capacités. Et donc, il regarde devant. Il ne va pas retourner derrière. État désiré, situation concrète insatisfaisante et... Oui, ce genre de choses, tout à fait. Je voyais avec des confrères il y a quelques semaines le cadran d'Hoffman. Et je voyais une diagonale qui va de la qualité vers le défi, c'est ça, si j'ai bonne souvenance. Et je me dis, non d'une pipe, ça c'est l'axe du coaching. Et il y a une autre diagonale qui fait allergie piège. Et je me suis dit, non d'une pipe, ça c'est la diagonale de la thérapie. C'est un retour à soi. Alors, on aura sans doute l'occasion de rediscuter coaching et ou thérapie plus tard, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'anime très fort. Mais toujours est-il que le coaching m'a amené à de la curiosité vis-à-vis d'une approche plus thérapeutique. Donc, j'ai participé au week-end d'initiation proposé par l'IBG, l'Institut belge de Gestalt. Ça devait être en 2018-2019. Et pourquoi Gestalt ?
parce que j'ai assisté chez ICF à une conférence d'Alain Cardon, de nouveau 2016, 2017, 2018, et il a apostrophé la centaine de coachs qui étaient dans la salle en demandant qui fait du coaching en entreprise. La moitié des gens dans la salle ont levé la main et il a lâché un truc du genre en fait, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire la gestalt de votre famille chez vos clients. Et donc vous êtes en train de jouer avec leur organisation pour les faire fonctionner comme vous auriez voulu que votre famille fonctionne. Et c'était suffisamment bien envoyé que pour provoquer un grand silence dans la salle. Et il a bouclé d'une façon que je trouve magistrale en disant et en fait vos clients le sentent, que c'est là-dessus que vous travaillez et c'est pour ça qu'ils viennent chez vous. Vous en avez fait votre métier et donc ils ne peuvent pas être mieux servis qu'en venant chez vous puisque c'est votre problème aussi. C'est contre ça aussi que vous battez. Applaudissements dans la salle. Et il prolonge, il termine sa phrase en disant « Et vos clients voient aussi que vous n'y arrivez pas. » Et donc, ils ont aussi l'excuse qui leur permettra de justifier qu'eux non plus n'y arrivent pas. Mais le mot gestalt était tombé. Et donc, voilà. Il suffisait de ça. En tous les cas, ça m'a marqué. C'est resté, ce mot-là est resté. Je suis en train de me demander s'il y a d'autres trucs qui m'ont spécifiquement amené vers la gestalt, parce qu'il y a quand même dans la gestalt un truc qui me botte vachement bien. C'est quoi ? Il y a une espèce de manie, d'acharnement à déconstruire tout ce qui pourrait ressembler à un modèle ou à une théorie dans cette pratique de la gestalt. Il y a vraiment un retour à un espèce de ressenti premier, primal, presque archaïque, et de construire une interaction entre un thérapeute et un patient, par exemple, sur base de ce ressenti. C'est pas tellement une question de disqualifier, mais de choisir de ne pas utiliser un modèle référentiel qui nous entraînerait directement, ou en tous les cas rapidement, sur le terrain de l'explication. Je ressens ceci, il se passe cela, c'est parce que telle ou telle raison, et on rentre dans quelque chose qui devient très vite prescriptif, en fait. Et la gestalt prend un malin plaisir, ou l'approche gestalt en tous les cas, parce qu'il y en a différentes, prend un malin plaisir à déconstruire tous ces points d'accroche qu'on pourrait aller chercher dans des théories X, Y ou Z. Tu es féru de PNL, moi je suis féru de spirale dynamique, puis il y a la CNV, l'AT, c'est pas les acronymes qui manquent. En Gestalt, on est un petit peu à côté de ça. Ou en tous les cas, on fait le choix, dans le cadre, par exemple, d'une séance de thérapie, de mettre ça entre parenthèses. Et donc de voir ce qui se passe quand on n'utilise pas ces recours-là. Et du coup, tu es maintenant thérapeute ? En train de le devenir. Je viens de passer le cap de la moitié du parcours à l'IBG. Donc la pratique démarre. C'est un parcours de 4 ans. Et donc oui, je suis en train de devenir psychothérapeute. Tout à fait. Et donc tu as travaillé sur toi également, j'imagine ? Ça fait partie du parcours, effectivement, thérapie personnelle, etc. Et l'activité de psychothérapeute ne se conçoit pas sans de la supervision et une continuité dans le travail thérapeutique personnel, ça va de soi. Si on regarde en arrière, que tu regardes un peu dans le monde de l'entreprise, tu pars maintenant dans le monde de l'accompagnement individuel. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a amené maintenant à glisser ? Qu'est-ce qui t'amène à glisser comme ça ? J'aime bien le mot glissade. Il m'arrive même de parler de résignation. Ça ne va pas être l'ambiance de l'aborder comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je me rends compte que le boulot que j'ai pu faire dans des entreprises, d'abord dans des grandes, c'est un boulot qui est très instrumentalisé. C'est vraiment très difficile d'y trouver de la sincérité, de l'authenticité. Il y a une espèce de calcul permanent et de positionnement permanent des uns aux autres. Donc, très vite, je suis concentré sur les PME parce que c'était le seul endroit où je pouvais fonctionner. Dans les grosses boîtes, c'était vraiment devenu impossible. Donc, direction les PME, avec moins de monde autour de la table, plus de sincérité, etc. Mais ça reste malgré tout un environnement où les résultats financiers, la bottom line, etc. sont primordiaux et où on retrouve des clivages classiques entre actionnaires, employés, ce genre de choses. Ok, fine, mais est-ce que j'ai envie de contribuer à un meilleur fonctionnement de ce genre de situation ? Non, pas forcément. Et donc, j'ai assez rapidement commencé à faire du bénévolat aussi, donc commencé à travailler en association.
Aujourd'hui, la majorité de mes clients sont des assos et j'y trouve un sens que je trouve rarement en entreprise. Est-ce que tu ne retrouves pas également dans les associations des enjeux de pouvoir différents à d'autres niveaux qui se reproduisent également? Est-ce qu'on ne reproduit pas constamment les mêmes schémas? Et est-ce que finalement, parce que j'ai aussi essayé en entreprise de trouver l'authenticité, l'être, le savoir-être, le savoir-être déjà. Et puis je reviens à me dire maintenant, est-ce que finalement, pouvoir évoluer en société, c'est justement, dans ces entreprises, c'est justement ne pas être, c'est plutôt se conformer et se modeler, parce que sinon tu t'épuises. Est-ce que finalement, c'est pas nous qui avons tort par rapport au monde de l'organisation? Alors, la première partie de ta question, c'était est-ce qu'il ne se joue pas dans les assos, les ASBL, le non-marchand, etc., les mêmes luttes de pouvoir, etc. En tous les cas, il me plaît de croire que non, ou non, pas tout à fait, ou non, pas de la même façon. Ceci étant dit, je discutais de ça avec un de mes clients il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, et lui me disait que je me faisais des illusions, en fait. Qu'il y avait dans les associations, et en particulier dans les grandes peut-être, les mêmes enjeux de pouvoir, les mêmes non-dits, le même parfois déficit de sincérité, etc. Il n'en reste pas moins que j'ai plus de connexion ou de facilité à avoir du sens dans le travail que je peux faire au sein d'une association dont l'activité a du sens, versus ce boulot fait au sein d'une entreprise dont franchement l'activité pose question. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises dont l'activité ne pose pas question aujourd'hui. Et la seconde partie de la question, c'était est-ce que finalement, à vouloir aussi aider les gens à être plus authentiques dans leur entreprise, c'est pas aussi créer finalement, est-ce qu'on n'a pas tort? Est-ce que finalement, fonctionner dans une organisation, c'est pas justement pouvoir, et c'est ce que je vois chez plein de gens, se mettre entre parenthèses jusqu'à ce que la journée soit terminée? Si, sans doute, c'est sans doute ce qu'il est raisonnable de faire. Mais est-ce que j'ai envie dans mon activité professionnelle de contribuer à ça? Non, pas forcément. J'avais une discussion avec ma fille qui a repris un brunch bar à Malines il y a environ 1 an. Et elle exprimait sa difficulté à avoir une relation sincère avec les étudiants et les employés qu'elle emploie dans son brunch bar, employé-employeur. Ce qu'elle partageait, c'était mais enfin, je leur demande leur avis et je tiens compte de ce qu'ils disent et je passe mon temps à essayer de voir comment ça se passe pour eux et d'aller chercher des idées et de les faire participer un maximum, etc. Et ce qui lui était arrivé, c'est qu'elle avait eu cette discussion avec quelqu'un qui lui a donné sa démission 2 jours après. Alors que la discussion, c'était « mais tout va bien, c'est formidable, qu'est-ce que je suis content de travailler ici, etc. » Et donc, ce que je lui faisais remarquer, c'est que dès le moment où il y a une dépendance, et une dépendance financière... Un rapport de force, oui. Il y a un rapport de force. Pouvoir, en tout cas. Fait. Je commence à m'intéresser pas mal au process work, et donc au rapport de classe, au rapport de pouvoir, y compris le pouvoir non dit et parfois non conscientisé. Et les rôles. Oui, et donc la relation employeur-employé, c'est quand même des rôles qui sont vachement bien... structurés, cadenassés. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment difficile d'aller mettre de la sincérité et de l'authenticité quand il y a de tels rapports de force qui sont en jeu. Et on peut le faire avec les meilleures intentions du monde. Il n'en reste pas moins vrai que l'employé prend du boulot pour toute une série de raisons, y compris assurer sa sécurité financière, et que l'employeur a toute une série d'autres impératifs en perspective, en ligne de mire. Et donc c'est très difficile. Ta question, c'était c'est quoi notre boulot de coach? C'est d'aider ou d'accompagnant, ou voire même de thérapeute. C'est aider quelqu'un à fonctionner dans cet environnement-là et ne pas s'y perdre, et ne pas s'y dissoudre, et ne pas s'y effondrer. En fait, je pense qu'on touche là vraiment la raison pour laquelle je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre que d'être thérapeute aujourd'hui. Et je ne peux pas non plus imaginer être thérapeute en entreprise. Ça ne veut pas dire que de la gestalt ou des compétences de coaching ne peuvent pas être mises au service d'organisation, mais in fine, ce que quelqu'un va faire en tant que personne, en tant qu'individu, ça revient à un niveau thérapeutique, et c'est un niveau qui est beaucoup plus fondamental, beaucoup plus existentiel.
faire ce travail dans l'enceinte d'une entreprise et donc dans l'enceinte d'une relation employeur-employé. C'est malsain, hein. C'est un pas de passe parce que c'est quand même un développement personnel, c'est une guérison de soi, c'est prendre soin de soi finalement, entrer en thérapie, c'est un rapport à l'intime. Oui, je reviens sur le terrain de la Gestalt. C'est peut-être un truc, enfin, je ne voudrais pas rentrer dans des archétypes ou des idées toutes faites, mais je termine ma phrase. C'est peut-être un truc qu'on a tendance à oublier quand on se lance dans un processus de coaching. On ne peut pas considérer l'individu seul. L'individu baigne dans un contexte sociétal, familial, enfin, c'est l'individu et les autres. Et c'est dans ce lien entre l'un et l'autre que les choses se jouent. Et donc, on peut pitcher sur le fait que vas-y, exprime le meilleur de toi-même, fonce sur tes objectifs, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'y crois pas assez fort, etc. Je caricature en disant tout ça, mais c'est ignorer, et parfois d'une manière malsaine, voire instrumentalisante, le fait que cette personne à qui on parle baigne dans un environnement. Et l'environnement sociétal aujourd'hui, il est malmenant. C'est difficile de ne pas être schizophrène aujourd'hui. On est en pétage de plomb et en... Comment est-ce qu'on appelle ça, la machin truc cognitive, en distorsion cognitive ou en... Il y a un écart permanent. En dialectique, en tout cas, on est coincé entre deux tensions, entre ce qu'on est et ce qu'on représente dans l'organisation. Ouais, entre l'évidence de ce qui ne va pas dans la façon dont on vit aujourd'hui et le fait que malgré tout, on est obligé de rouler avec des bagnoles qui consomment, de faire ses courses au supermarché, enfin, etc., etc. Donc, dissonance cognitive. Et on baigne là-dedans et il n'y a pas moyen d'y échapper. La seule façon d'y échapper, c'est de basculer dans une forme de radicalisme dont il faut accepter de payer le prix, ce qui n'est pas forcément raisonnable. Et on revient à la question que tu posais. Où serait-on, que ferait-on, et accessoirement dans quel état serions-nous si nous vivions d'une manière 100% alignée avec ce en quoi nous croyons, la façon dont nous voudrions vivre, etc. Est-ce que toi, tu as le sentiment de te radicaliser ? Non, parce qu'il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels je mitige, et plus souvent qu'à mon tour, en termes de consommation, etc. Même si je fais des efforts, je classe mes déchets, etc. J'ai un bac à compost chez moi. Mais non, évidemment, il y a la dissonance cognitive omniprésente. Mais je vois plus qu'un risque de radicalisation, un risque de folie, en fait. Quelqu'un qui veut aller au bout de ses convictions aujourd'hui touche du doigt une forme de folie. Et donc, on est obligé de mitiger et de choisir ce qu'on peut faire dans certains environnements, et ce ne sera pas la même chose que ce qu'on va faire dans d'autres environnements. Et donc, le jeune garçon qui a donné sa démission à ma fille 2 jours après cette discussion que ma fille pensait être sincère et positive, je ne dis pas qu'il est en dissonance cognitive, mais dans un environnement qui était son environnement professionnel à ce moment-là, il était amené à avoir une certaine attitude et faire certains calculs. Je suis certain que ce n'est pas les calculs qu'il fait quand il est dans un autre environnement associatif, familial, amoureux, etc. Et cette façon de jongler et de s'adapter à, etc., elle est sans doute très contemporaine. Et c'est peut-être de ça dont on souffre aujourd'hui. Prenons l'apport du CRM. Tu l'as dit, c'est touché à la gouvernance, c'est touché au management, c'est touché à la façon dont l'organisation interagit en interne et avec l'externe. En change management, pour prendre mes lunettes, c'est aussi une des plus grosses causes d'abandon. Parce que je pense qu'il y a un gap entre ce que l'on pense que c'est et ce que finalement c'est et le prix à payer. Tu as parlé du prix à payer. Quand tu abordes ça aujourd'hui, comment tu vois les organisations par rapport à... Mais avec l'approche du CRM, comment tu vois ça et comment ça se décline et quels sont les constats parfois facilitants ou les constats d'échec que tu rencontres au quotidien? Tu sais ce que ça veut dire, CRM, hein? Oui. C'est le terme, la terminologie, c'est les attractions commerciales Oui, Customer Relationship Management. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est du Colleague Relationship Management. Colleague. Donc, c'est un outil qui permet de gérer la relation avec les collègues. Et au-delà de la boutade, le propos, c'est de se dire, en fait, c'est un outil c'est un outil. Donc, c'est quelque chose qui prolonge une intention. C'est quelque chose qui permet de se mettre en mouvement. Les interactions, les processus, et puis l'outil. Et si ça fait du bien aux clients et qu'ils sont mieux servis, etc., tant mieux. Mais cet objectif-là
ne peut être atteint ou ne peut être atteint d'une manière durable et sincère que si ce sont les gens qui le portent, qui sont aidés dans le boulot qu'ils font. Et l'outil, enfin le CRM en tant qu'outil sert à ça. Il est souvent pris comme un outil de contrôle. On a coutume de l'entendre dire, oui, tout à fait. Bon, maintenant, quand je dis CRM, c'est dans un sens beaucoup plus large que ce qu'on appelait CRM dans les années 90. Aujourd'hui, un outil CRM, en gros, c'est la même chose qu'un ERP. C'est vraiment le système d'exploitation de l'entreprise. Je ne sais plus quel éditeur utilisait ça dans ses pubs, je crois que c'est Zoho. The Operating System for Your Business. Donc, on dépasse très largement la gestion commerciale pure et dure. On va y retrouver la gestion des ressources, on va y retrouver la gestion de projet, on va y retrouver toute la partie... Rien que le mot ressources, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose déjà de dissonant dans ressources? Quand on parle de ressources humaines, oui, si, c'est une expression qui est assez horrible quand on y pense. Peut-être tout autant que employeur et employé. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la sémantique du département RH. Mais les voitures, les caméras, les salles, etc. sont des ressources qu'une entreprise a à sa disposition. Ce que je veux dire, c'est que ce CRM aujourd'hui, c'est un espèce de liant pour l'ensemble de l'activité de l'entreprise. J'avais coutume de dire, quand j'ai commencé l'activité CRM, qu'en fait, le CRM, c'était... j'ai commencé à m'intéresser à la sociocratie, etc., assez tôt, plus ou moins en même temps que je découvrais l'agilité. Et bon, à l'époque, mon pitch n'était pas encore tout à fait rodé. Et je sentais, je voyais, et parfois je disais, en fait, le CRM, c'est un cheval de Troie. C'est un sujet, c'est un angle d'attaque pour en fait parler de votre gouvernance et de la façon dont vous faites fonctionner votre boîte. Bon, et comment tu vois les choses aujourd'hui? Quand tu regardes un peu tes clients, quelles sont les difficultés majeures qu'elles rencontrent? Et quelles sont les routes causes? Mes clients ne rencontrent pas de difficultés majeures, évidemment. Les autres, je ne sais pas. Blague à part. En tout cas, ce à quoi je fais attention, et c'est vraiment l'essence de ce que j'apporte ou essaye d'apporter dans l'accompagnement que je peux amener sur ce terrain-là, d'une certaine manière, j'instrumentalise la question du choix de l'outil. En me disant, dans le soin qui va être mis à choisir l'outil, on va retrouver tous les préalables qui vont permettre à la suite de se faire avec élégance et accessoirement peut-être avec efficacité, quoique je ne suis pas trop sûr de ce que ce mot peut vouloir dire, mais en tous les cas avec élégance. Et donc, dans la façon dont les besoins sont rassemblés, sont structurés, sont analysés, dans l'installation d'un processus qui permet à toutes les parties prenantes de comprendre que ce travail de collecte des besoins, il va continuer ad vitam aeternam. Dans le fait de rassembler, d'installer une grille de comparaison des outils qui... le propos, c'est d'arriver à une espèce d'évidence, qu'il n'y ait pas de décision à prendre. Dans le monde idéal, il n'y a pas de décision à prendre. Il n'y a que des évidences autour desquelles les gens peuvent se rassembler. Et donc, dans toute la phase de collecte des besoins, de structuration des besoins, en jargon agile, c'est la feuille de route, c'est le backlog et c'est ce genre de choses. Il n'y a rien de très... C'est pas de la rocket science. Mais dans la façon dont ça se fait, essayer de faire émerger une évidence. Et si c'est vraiment une évidence, ça veut dire qu'elle est portée par l'ensemble de l'organisation. Et à partir de là, le choix de l'outil, c'est vraiment le signal de départ d'une fête qui fait que toutes les 2 semaines, il y a des petits morceaux de CRM qui sont livrés dans l'organisation. Mais c'est constant, et c'est un processus qui engage tout le monde. Oui, tout à fait. Tout le monde est constant, tout à fait. Ça veut dire aussi que tu dois avoir un décideur, un leader fort, une leaduse, une décideuse, qui pousse le tout. Le fameux sponsor. Oui, et pourquoi pas un comité de pilotage tant qu'on y est. Oui ou non, ou pas forcément. J'ai pas de réponse ferme. Il y a des environnements où ce sera utile, des environnements où ce sera contre-productif. Entre la façon dont on fonctionne et l'idéal auquel on voudrait coller, il y a toujours de la marge. Et à un moment donné, le fait de basculer d'un CRM à l'autre, ou de j'ai pas de CRM et maintenant j'en voudrais un, c'est quand même des moments de bascule qui sont importants. Je fais volontiers le parallèle avec une boîte qui fonctionne de manière traditionnelle et qui, à un moment donné, dit je voudrais basculer vers la sociocratie ou vers une forme de gouvernance plus participative. À un moment T, il y a 2 réalités ou 2 intentions qui coexistent et qui sont différentes, dont les paradigmes de base sont différents. Et il y a une jonction à faire. Et donc cette jonction, c'est une période de transition. Qu'il y ait des gens qui prennent le risque de se mettre en avant, de porter le projet, et donc qui fonctionnent en mode leadership, en mode comité de pilotage, etc. Parfait, ça peut être utile.
La question, c'est dans quelle mesure est-ce que cette prise de responsabilité est un tremplin ou un pont utile, nécessaire pour aller vers le nouveau paradigme, ou l'ancien qui s'incruste et qui fait un espèce de baroud d'honneur pour continuer à garder le contrôle. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Mais comme toutes les questions, elle est facile à poser quand les gens qui sont impactés, qui sont impliqués, sont autour de la table. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi de travailler dans des petites organisations que dans des grandes. Parce que tout le monde n'a pas l'accès à la table dans les grandes entreprises. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Je regarde maintenant, je fais un pas de côté. Je regarde un peu ça et je me dis, tu es quand même un expert en facilitation d'interaction. Parce qu'en fait, quand on parle d'outils, on parle surtout dans un CRM des interactions dans l'organisation. Et à la fois, tu l'as dit, tu glisses. Et j'ai l'impression aussi, donc tu es maintenant dans une tiny house depuis pas mal d'années. Mm-hmm. J'ai l'impression que toi, tu t'écartes du bruit de la société. Tu vois, de plus en plus. Et à la fois, et d'ailleurs, même dans ta formation, tu repars chez l'individu et plus les collectifs et les individus. Comment tu observes ça? Comment tu l'expliques? Sans doute l'âge, d'abord, tout simplement. Et donc aussi une envie de passer à autre chose. Je vais essayer d'éviter de faire des références à la spirale dynamique, mais ce ne sera pas forcément évident. Tu peux en faire. Oui. À l'âge que j'ai cru quand même dans un paquet de trucs. Je m'y suis parfois jeté corps et âme. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Oui, mais je vois aussi tous les trucs auxquels j'ai cru et qui s'avèrent finalement ne pas tenir tant la route que ça. Et toutes les choses que j'ai été obligé d'ignorer ou que j'ignorais et qui m'ont permis de croire ce en quoi j'ai cru. Donc, il y a le lien avec la Gestalt qui me revient à l'esprit. Il y a une espèce de déconstruction. C'est quoi cette phrase? Je ne sais pas si elle est hindoue, zen mais la vie, c'est passer son temps à grimper dans un building. Puis quand on est arrivé en haut du building, on se rend compte que c'était pas le bon ou un truc comme ça. Et ce serait sans doute vrai, quel que soit le building dans lequel on a grimpé. Il y a un truc qui est un peu de l'ordre d'une déconstruction. Je parlais de résignation tout à l'heure, qui s'installe, une espèce de résignation joyeuse. Tout ça ne rime pas à grand-chose. Et quand tout ce qui est autour de soi ne rime pas à grand-chose, à quoi est-ce qu'on revient? Et dans mon cas, ça m'amène sur le terrain de la psychothérapie. Mais vraiment en mode... et c'est pas une expression désespérée pour moi de le dire, mais en mode la dernière chose à faire quand plus rien ne va, c'est être présent avec ceux qui choisissent de changer ou de se remettre en question. Et ça, pour moi, c'est la définition du job de psychothérapeute. Peut-être aussi que ce n'est qu'un moyen pour me permettre moi-même de faire ce chemin-là. Je pense que c'est toujours un miroir, un gentil miroir. Et à la fois, je pense qu'il y a du domaine donc du personnel, ce que tu m'expliques là, mais j'ai l'impression, au travers des différents invités que je rencontre, il y a quand même un fil rouge également, il y a une part de collectivité, il y a un état traversé par pas mal de personnes en même temps. Est-ce que c'est notre âge aussi, le fait que je rencontre plus ces personnes-là? Je te laisserai le choix de la réponse, mais où j'ai l'impression que dans les années 90, tu étais assez jeune, tu voulais faire une carrière, tu voyais l'entreprise qui correspondait à ta carrière, à ce qu'elle allait t'apporter. Et puis, c'était OK, on était dans le monde du matérialisme. Et donc, c'était un juste échange. On savait qu'on échangeait du temps contre de l'exploitation dans le bon sens du terme. C'était une exploitation consentie. Et on avait des avantages. Et tout le monde était bien comme ça. Et c'était à quel niveau tu pouvais arriver, quelle est la voiture que tu allais rencontrer, pour pouvoir partir en vacances et pouvoir expliquer ton statut social. D'ailleurs, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? Et c'était la même chose, la même réponse. Superbe description du niveau orange de la spirale dynamique. Exact. Voilà, dans le niveau orange de la spirale dynamique, on y est. Je gère ma barque, je tire mon épingle du jeu en passant. C'est ça. Et en même temps, et c'est là par contre que je m'éloignais de la spirale dynamique, c'est que dans la spirale dynamique, à un moment donné, on passe dans un état où il n'y a plus de concurrence, dans le champ de tous les possibles. Et là où moi, ça dissonne un peu la spirale dynamique par rapport à ce qu'on vit beaucoup dans le collectif, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde fini et qu'on doit finir avec, tu vois, cette infinitude des choses. Et il y a comme un état d'urgence, un retour à une forme de spiritualité, de connexion à l'autre, et un rejet de
l'efficience, tous ces mots-là deviennent presque des gros mots. Des gros mots. En tout cas, on sent que c'est intérieur. Voire des insultes à l'intelligence. Oui, et on ne les digère plus. Voilà. Imbuvable. Et j'ai l'impression que là, on atteint quand même ça une intelligence collective. L'intelligence, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, une conscience collective par rapport à l'état d'urgence de la reliance. Oui, peut-être, mais l'inverse est vrai aussi. Et en même temps que se passent peut-être des trucs qui ressemblent à ce que tu décris, on est aussi confronté à des retours en arrière qui sont juste inimaginables, mais qui se font, et donc qui sont sans doute nécessaires pour éventuellement nous amener quelque part ailleurs, vers d'autres façons de vivre et de penser et de fonctionner en société. Mais l'évolution positive que tu décris reste à la marge, et elle est tout autant décriée qu'acclamée. Est-ce qu'elle est à la marge ? Ou est-ce que c'est le sentiment qu'on nous donne ? Ça, c'est vraiment une question de croyance. C'est une question que je me pose. Quand on entendait encore Olivier Hamon sur la première, où il parlait justement de repartir dans la robustesse, tu vois, quitter le monde pour revenir dans la robustesse. On parle aussi de décroissance. Maintenant, ce n'est plus une utopie de parler de décroissance au niveau politique. Donc on a les écolos français disent, mais oui, on assume le fait qu'on doit passer par une décroissance, c'est même plus une option. Quand le politique le dit, c'est quand même phénoménal. Est-ce qu'on est vraiment à la marge ? Et est-ce que, Olivier Hamon disait, on est entre la partie, entre l'eau et le gaz, on est dans la partie d'ébullition, où justement, on a le pouvoir qui essaie de lutter pour son monde encore moribond, quoi. Tu vois ? Mais je ne suis pas convaincu qu'on soit à la marge. Est-ce que tu penses vraiment que parmi tous les gens qu'on rencontre, on est à la marge ? Tu posais quand même tout à l'heure la question de la radicalité, du risque de la radicalité. J'embrayais sur le risque de folie en ne vivant que de cette nouvelle façon que tu viens de décrire. Et donc je vois des Georges-Louis Boucher qui sont sur le devant de la scène politique ici en Belgique, je vois des Trump, je vois des Viktor Orban, etc. Donc il y a en gros une autre moitié de la population ou de l'humanité qui est dans une mécanique qui est un gigantesque retour en arrière. Et c'est à la fois... Protectionnisme qui se relève en disant on est menacé. Spirale dynamique, on est face à des gouvernements qui fonctionnent en mode explicitement rouge et qui n'ont plus besoin de s'en cacher. Ce mode rouge était déjà là dans la façon dont les ressources étaient exploitées, les modes mafieux. etc. Bon, spirale dynamique explique un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Oui, je pense que les auditeurs n'échapperont pas au fait d'aller googler spirale dynamique ou d'aller voir sur Wikipédia, mais dans des modes de fonctionnement très égocentrés et qui font fi des conséquences. La modernité, le capitalisme, ne tient la route comme façon de voir le monde que si on intègre la notion d'externalité, ou plutôt si on se dit, en dehors de mon champ de vision, ce qui se passe, je ne le sais pas et je n'ai pas à en tenir compte. Je peux produire, je ne tiens pas compte des externalités. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces externalités nous reviennent à la figure sous la forme de chute de la biodiversité, crise écologique, etc. Et donc, ce sont ces modes de fonctionnement égocentrés, typiquement l'orange et le rouge dans la spirale dynamique, qui sont maintenant explicitement sur le devant de la scène. Et toute la démarche progressiste teintée de bleu et de vert est maintenant complètement déboulonnée. Alors bien sûr, elle vit très fort dans certains milieux, au sein de certaines associations, souvent teintées d'activisme, parce que s'il n'y a pas cette énergie d'activisme, mais comment peut-on exister face à la machine de guerre qui est en face ? Mais il y a une espèce, enfin avec l'élection de Trump, me semble-t-il, une espèce d'autorisation donnée à toutes les crapules de la planète pour dire enfin tout haut ce qu'ils pensaient tout bas et ce qu'ils faisaient de manière plus ou moins dissimulée, sous sans doute des couches d'arguments, de bonnes intentions déclarées, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir de bonnes intentions, il suffit d'être puissant et d'oser l'affirmer et on obtient ce qu'on veut. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que, globalement, il y a une énergie politique, il y a quelque chose de très dur dans l'air qui n'était pas là il y a quelques mois. Et donc, tu dis, on voit cette énergie, ce retour au collectif, le retour de la spiritualité. Oui, ok, mais dans quel état sont les gens qui vivent comme ça ? Et puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont en face ? Et il y a sans doute une forme d'équilibre là-dedans, puisque
ce côté retour au vert, en gros, hein, quand je dis le vert, c'est le vert de la spirale dynamique, pas celui de l'écologie, commençait à prendre du poids. Il y a un retour de bâton avec un renforcement et il est juste gigantesque. Alors, où est-ce que ça va nous mener, je ne sais pas, mais là où il y a 2-3 mois, j'étais assez désespéré. Hein. J'avais beaucoup écrit sur Facebook, etc. C'est un peu passé, je me suis un peu calmé, ça va beaucoup mieux, merci. Je me dis simplement maintenant que tout ce à quoi on est confronté, politiquement parlant, c'est simplement la dose d'absurdité qui est nécessaire pour qu'on puisse éventuellement passer à autre chose. Et si on fait péter... C'est le paroxysme, hein, on pousse le curseur à son maximum. Il y a une espèce de... jusqu'où... et c'est vraiment très vicieux, hein, parce que en fait, je pense que en gros, la moitié de la population qui vote pour cette énergie politique-là, on retrouve là le même dégoût de l'ancien système qui était évidemment dévoyé, évidemment inefficace, évidemment qui avait perdu le sens. Et pour cette raison de déception fondamentale, on peut à la fois être envoyé vers un Trump ou être amené à aller vivre en tiny house dans Dieu sait quel écolieu. Une chose aussi m'a marqué, j'observais que les progressistes, dans les années 50, 60, 70, le travail de la lutte, le rapport à de la lutte des classes, hein, le casser ces castes finalement économiques était essentiel. Et puis, ça s'est teinté de rapports de force identitaire ou multi-identitaire, hein, l'appropriation de sa propre identité. Et j'ai l'impression que une grande partie des électeurs trumpistes et consorts sont en rejet d'un changement transidentitaire, un changement trop rapide, comme s'ils n'avaient pas pu l'intégrer, tu vois, et ils se sont sentis à la marge. Tu sais, l'homme blanc citoyen des villes, comme disait Deleuze, a été un peu stigmatisé et qu'on a un retour de force, un retour de bâton, comme si on ne les avait pas intégrés dans la discussion. Comment toi tu vois ça ? Surtout comme l'effet d'une accélération. De nouveau référence à la spirale dynamique, mais si on regarde les façons dont on a fonctionné d'un point de vue politique, civilisationnel, etc., durant les siècles précédents, il y avait peu de changements. Il y a eu quelques basculements majeurs, l'invention de la roue, la maîtrise du feu, si on revient encore plus en arrière, l'imprimerie, l'industrie qui fonctionne sur base d'hydrocarbures, enfin d'abord le charbon, puis les hydrocarbures, etc. Donc il y a eu des sauts technologiques, mais chaque fois séparés par plusieurs générations, et peu de moyens de communication entre les différents recoins de la planète. Et donc c'était assez facile de vivre, enfin j'imagine, je n'y étais pas, mais en tous les cas, quand on était de quelque part à un certain moment, on baignait dans un bain plus ou moins cohérent et il y avait peu de chances qu'on soit challengé de manière drastique dans sa façon de penser tout au cours de sa vie. Et puis Internet débarque dans les années, enfin ARPANET dans les années 70 aux États-Unis, Internet tel qu'on le connaît plus ou moins maintenant dans les années 90 en Europe. Et soudain, il y a eu la télévision, la radio, etc. entre-temps, les guerres mondiales qui ont quand même pas mal fait circuler pas mal de gens. Et on se rend compte des différences de mode de vie, des différences culturelles, des différences de peau, de religion, etc. Et soudain, tout ça éclate. Et il y a un accès à la diversité en très peu de temps qui est une première. Ça ne s'est jamais passé dans le monde auparavant. Et aujourd'hui, on est dans une situation où tous les modes de pensée, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, toutes les façons de voir le monde coexistent. Et ça fait un sacré ramdam, ça fait un sacré bordel. Tu parles de crise identitaire, ben, je peux comprendre. Donc c'est une invitation peut-être à dépasser ce qu'on appelait avoir une identité. Ça me fait penser à l'IA qui est en train de nous challenger sur ça veut dire quoi être humain. Quand on voit tout ce que l'IA sait faire, il y a quand même un paquet de choses qui correspondent à ce qu'on a considéré être le propre de l'intelligence humaine, des capacités humaines, etc. On se rend compte que des machines le font, on se rend compte qu'on ne sache plus trop comment ces machines le font d'ailleurs. Donc on est vraiment challengé très loin. Et tout ça est sur la table. Il y avait une intervention d'Alexandre Astier sur l'IA, tu sais, sur le rapport à l'art, tu l'as probablement entendu aussi, où il expliquait... on lui posait la question justement en disant « Mais tu vois, l'IA peut faire de la musique, l'IA peut faire de beaux, magnifiques morceaux, etc. » Et il répondait
l'IA n'échoue pas. L'IA n'est pas frustrée, l'IA ne peut pas pleurer. Tu vois, il y a quand même un rapport à l'échec qui est quand même propre à l'humain. On a encore ça, j'ai envie de dire. Tu vois, même si tu lis Homo Deus, on pourrait dire, mais tiens, finalement, l'intelligence n'est-elle pas finalement un magnifique algorithme? Oui, le tout est dans le tout. Mais alors du coup, si je reviens à ça, comment un thérapeute, lui, parce que je reçois des personnes aussi chez moi, des personnes qui ont réussi, entre guillemets, sur papier tout a réussi, 50aine d'années, on y est, et ça ne va pas. Comment tu fais pour accompagner ces gens à composer, alors que nous-mêmes, on a un regard pas spécialement optimiste. C'est pas facile, tu vois. Bien sûr, on essaie de ne pas s'impliquer, de ne pas mettre de soi, mais on ne peut pas ne pas intervenir, on ne peut pas ne pas... je sais plus dans quoi on disait aussi, tu sais, tu ne peux pas ne pas influencer l'expérience à partir du moment où tu l'observes. Comment tu fais, toi, dans ton quotidien avec ça? Il y a beaucoup de choses dans ta question. On a le temps. Je chope au passage. Comment ne pas être optimiste? Je ne sais pas d'où vient l'injonction qu'il faille être optimiste. Je dis pas qu'il faut l'être, hein. Entre la gestalt et l'existentialisme, il y a quand même plus que des ponts. On peut aussi accepter la finitude, l'absence de sens. C'est pas la perte de sens, c'est l'absence fondamentale de sens. Sans être nihiliste pour autant. Oui, et simplement constater que ça fait partie de nos conditions d'existence. Donc, ça modère quand même la notion d'optimisme. Ou en tout cas, ça invite à pouvoir bien vivre sans forcément rester projeté dans quelque chose qui va forcément bien se passer. Et ça aussi, ça pourrait être une définition de la modernité. Cette croyance que les ressources sont infinies, qu'il suffit de bouger, de savoir ce qu'on veut et de le faire assez fort. Et que chaque génération va vivre mieux que la génération précédente. Enfin, il y a toute une promesse autour de ça qui est le propre du modernisme. Marc Leugs, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, parlait de... On passe dans une époque post-moderniste aussi, où aller mieux, le faire plus n'avait plus de sens. On est vraiment au-delà de ça maintenant. On est dans un retour à l'équilibre. À l'équilibre, entre guillemets. En tous les cas, le retour à une vision des choses qui est davantage cyclique. Et il y a les cycles de l'écologie, les cycles de la permaculture, la terre qui est ronde, quoi qu'en disent certains, etc. Et donc ça permet d'aborder les choses d'une manière différente par rapport à l'espèce de linéarité, et de préférence une flèche qui va vers le haut, à laquelle on a été habitué jusqu'à maintenant. Donc, oui. Et donc, dans ce postmodernisme, donc, toi, tu accompagnes de façon réaliste, dans l'acceptation de l'environnement, de l'état des choses, et t'amènes les gens à trouver leur sérénité. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Tu faisais le parallèle avec l'IA tout à l'heure. J'essayais de retomber là-dessus parce que ça venait me chercher. Je me disais, chouette, tu me ramènes sur le terrain de la Gestalt. Tu parlais de l'IA en disant l'IA n'échoue pas, l'IA ne sent pas, etc. Oui. En fait, l'IA n'a pas de corps. Et paf, Gestalt. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe d'abord dans le corps. C'est là qu'on ressent, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'il se passe des choses. Après, la façon dont on voit le monde, c'est ce qu'on construit comme système mental, comme vision des choses, pour donner du sens, autant qu'on peut le faire, à la somme des expériences qu'on a faites. Et heureusement, on n'est pas que ça non plus. Il reste aussi de l'impulsivité, de la capacité à sortir de nos propres modes de pensée, etc. D'ici à ce qu'une IA dispose d'un corps, je pense qu'il continuera à y avoir une différence entre ce que ça veut dire d'être humain versus être une machine. Alors, je ne sais pas comment ça fait le lien avec la question que tu posais, qui était comment est-ce que je peux, quand j'accompagne quelqu'un, lui permettre d'atteindre une certaine sérénité. Est-ce que c'est ça que tu fais? C'est en tous les cas pas l'objectif. Et de nouveau, c'est merci la Gestalt par opposition à ce que j'ai pu voir dans d'autres pratiques comme le coaching, etc. Il n'y a pas d'autre objectif que d'aller faire une expérience potentiellement un peu différente de l'expérience qu'on a fait jusqu'à présent. Et la démarche thérapeutique, pour moi, c'est ça. C'est simplement d'aller sur un terrain qui n'est pas tout à fait le même que le terrain où on est maintenant. Et a fortiori, si le terrain où on est maintenant est un terrain souffrant ou douloureux.
Et tu parles du rapport au corps, qui est fondamentalement humain également. Dans ton approche, justement, comment tu traites le rapport à la douleur, le rapport au corps, la mémoire corporelle? Comment ça se traduit? Il n'y a pas de traitement spécifique à la douleur ou à quoi que ce soit. En fait, il y a simplement une invitation à d'abord plonger dans l'expérience, c'est-à-dire porter sa conscience dessus, et aller voir comment, dans ce mouvement pour plonger dans l'expérience, comment ce mouvement se joue. Et peut-être, dans le cadre de la relation thérapeutique, ça peut être en groupe, ça peut être une relation en binôme patient-thérapeute, voir ce qui s'y joue et voir aussi ce qui ne s'y joue pas. Et peut-être installer une situation où ce qui ne s'y joue pas, ou ce qui n'a pas l'occasion de s'y jouer. Une déconstruction. Et en même temps, une invitation à aller là où on n'est pas. Mais pas en termes de contenu, mais en termes d'expérience à faire. Et sans préjuger de la conclusion à laquelle ça va amener, et surtout sans préjuger de ce que ça devrait permettre, simplement pour le plaisir de faire une expérience qu'on n'a pas encore faite. Ou peut-être qu'on a déjà faite, mais sur laquelle la conscience ne s'est pas encore posée. Simplement aller faire un petit pas de côté, en étant accompagné pour le faire, et voir ce que ça dit quand on est là. Et simplement, ne pas faire plus que ce que je viens de dire, c'est voir ce que ça fait quand on a la possibilité de se décaler un petit peu. Mais un patient, un client, appelle-le un sujet, quand il vient te voir parce qu'à un moment donné, il se dit « je veux faire une expérience que je n'ai pas encore faite », je ne crois pas. Ils viennent à un moment donné parce qu'ils ont une charge, ils ont quelque chose et ils ne savent pas. Généralement, ils ont fait plusieurs fois le tour de cette charge et ils ne savent pas en sortir. Généralement, c'est ça. Ils veulent du changement et ça va faire plaisir au change manager que tu es ou que tu as été. Oui, il y a une envie de changement, évidemment. C'est le moteur, c'est la motivation première. Et tu commences par réduire un peu le cadre. Il y a toujours un accord aussi, hein, ce que je vais vous apporter, ce que je ne vous apporterai pas, ce que vous allez vous apporter ou pas. Alors oui, il y a un accord, mais est-ce qu'il s'agit de réduire quoi que ce soit? C'est plutôt une invitation à y aller et s'assurer que c'est OK pour l'un et l'autre d'y aller ensemble. Et aller où? Dans le déroulé de ce qui est souffrant. Sans trop s'attacher, tu disais sans doute que cette souffrance a déjà été ressassée et racontée 10 000 fois. Oui, forcément. Et peut-être qu'il s'agit de la raconter une fois de plus, mais pour une fois sans essayer de décoder l'histoire. Et de commencer à aller rechercher les causes et les effets. Et donc, moins penser, plus ressentir? Les deux sont présents. C'est plus un mode de pensée que le fait de ne pas penser. C'est ne plus penser que parce que je comprends ce qui se passe, je vais pouvoir le décoder et donc prescrire quelque chose qui serait pertinent en vue d'un objectif particulier. Ça n'interdit pas de penser, ni même de penser très fort et de ressentir très fort. Mais c'est juste le faire différemment, en fait. Peut-être avec plus de modestie, en fait. Ça me plaît assez bien de penser ça. Un peu plus d'humilité. D'humilité. Oui. Je ne sais rien de mon patient, peut-être que je ne sais rien de moi-même non plus. Et allons-y. Voyons quel est le chemin à faire. Il y a cette terrible expression en coaching, le client est l'expert de sa vie. C'est dramatique de réellement penser qu'on est l'expert de sa vie. Je ne pense pas qu'un thérapeute puisse dire qu'il est l'expert de sa vie. Il s'agit simplement de voir comment ce mouvement vers le souvenir souffrant ou l'histoire souffrante ou le trauma, comment ce mouvement se fait. Comment est-ce que ça se déplie? Et est-ce que la présence du thérapeute, quand ça se déplie avec son patient, permet de le déplier d'une manière un peu différente et d'y voir des choses qu'on ne peut pas voir quand on essaie d'expliquer les choses. J'ai entendu cette phrase sur la Gestalt que je trouve super, qui est de dire la Gestalt, c'est ce qui se passe quand on met un peu en sourdine, quand on calme ce cheval fou qui piaffe et qui veut absolument, qui s'empresse de vouloir expliquer les choses. Et quand on arrive à le calmer un tout petit peu, on peut prendre le temps d'expliciter. Et donc simplement de déplier, de dire comment ça se passe, dans le corps, dans le ressenti, etc. On se rapproche de la pleine conscience. On pourrait faire ce lien-là. Et quand on explicite, simplement d'une manière très phénoménologique, on décrit ce qui se passe dans ce dépliage, et ce dépliage peut peut-être se faire à l'infini, il se passe peut-être des choses qu'on n'aurait pas pu toucher du doigt si une explication était venue perturber ce dépliage
Je vais le reformuler avec mes mots pour bien voir si je l'ai compris et tu me rectifies, hein, n'hésite pas. Dans ce que tu me dis, la façon dont je le traduis, c'est on est parfois dans une vie où tu sais, comme en voiture, où tu roules tellement vite que tu ne sens plus les aspérités de la route. Et donc, la méthode invite, tu as compris ton mot, hein, invite à prendre peut-être le temps de se laisser rouler pour vraiment ressentir toutes ces aspérités, toutes ces informations finalement de la route. Et si on le souhaite, de peut-être se dire, tiens, le fait que ce soit là et qu'on en prenne attention, d'observer ce que ça apporte. Alors je ne sais pas jusqu'où cette métaphore pourrait nous amener, mais il y a en tous les cas, comme tu le décris, une invitation à ressentir de manière plus fine ce qui se passe. Et en l'occurrence ici, puisqu'on parle de démarche psychothérapeutique, le faire dans le cadre d'une relation thérapeute-patient, où il y a une intention de mise en mouvement de la part du patient. Je vais revenir sur toi. Tu l'as vraiment bien dit, donc ce glissement. Hein, il y a comme un retour, une mise en abîme. Tu vois. Et tu le fais en faisant un mouvement vers le bas avec tes doigts. Oui, tout à fait. Lorsqu'on prend une approche comme la tienne, hein, qu'on pivote et qu'on se laisse glisser, on y découvre, on y obtient quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu as pour toi découvert? Qu'est-ce que maintenant, cette étape-là t'apporte aujourd'hui en dépliant le papier? Si on prend le temps vraiment de déplier ce que ça t'apporte très concrètement. Ou pas concrètement. Un peu plus de calme, en fait, peut-être, tout simplement. Sérénité, ce serait aller un peu loin. Mais juste un peu plus de calme, un peu moins d'empressement, un peu moins de choses à faire absolument. Je repense au titre de ce bouquin, c'était d'Hubert Reeves. Je crois que c'était son dernier bouquin. Je n'aurai pas le temps. Et j'arrive à un âge où je dois me rendre à l'évidence, je n'aurai pas le temps. Ni de sauver la planète, ni de quoi que ce soit, en fait, d'ailleurs. Donc, plus de calme. Et derrière le plus de calme, j'espère un peu plus de disponibilité, un peu plus de présence, un peu plus sentir les aspérités de la route, aller moins vite. La métaphore me parle, en fait. Oui, je le ressens aussi. On en vient maintenant aussi à cette démarche que tu as faite, ta Tiny House. Ce serait intéressant qu'on aborde ce sujet-là parce qu'il est conjoint, finalement. À un moment donné, il était une fois Olivier dans sa Tiny House. Tu peux expliquer un peu cette démarche-là? Oui, alors, en fait, si je rebobine le film, elle vient sans doute d'assez loin dans cette activité qui m'a occupé de 2001 à 2013 et qui consistait à transformer des poids lourds. Il y avait déjà un peu de ça, déjà un peu être sur la route, être dans quelque chose qui est atypique. Le monde du nomade, c'est important. Oui, tout à fait. Et si on veut glisser sur ce terrain-là, ça nous écarterait sans doute de la question que tu poses, mais je pense que la question du nomadisme a un rôle politique à jouer maintenant. Mais alors, écartons-nous, parce que c'est vraiment aussi un point central de ma réflexion, le rapport sédentaire-nomade. Développe un peu ce sujet sur le nomadisme. Oui, alors, je pense qu'il y a dans le nomadisme, et enfin, il faut voir de quel nomadisme on parle. Hein. Bref, dans le nomadisme, il y a un rapport à la terre qui est différent. Différent de quoi? Différent de cet héritage culturel que l'on a, de devoir être de quelque part, et donc d'en être propriétaire, dans le meilleur des cas, pour pouvoir exister. Le nomadisme vient torpiller ça. Être nomade, c'est être sur la route. Suivre la ressource. À l'origine, c'était ça, tout à fait. Et donc, on retrouve quelque chose de très cyclique. C'est suivre le flux des saisons, suivre les animaux, etc. C'est une vision un peu à la Douanière Rousseau, une vision très romantique là derrière, mais historiquement, c'est ça. Mais c'est aussi se dire, en fait, je ne suis pas propriétaire de la terre. J'en suis un espèce d'usufruitier ou d'utilisateur. Je suis de passage, en fait. Et toute cette tradition... Mais pas un exploitant. Je l'utilise, elle me sert, ça n'empêche pas que moi aussi je sois à son service, et donc on peut là aussi être dans quelque chose il y a un échange. de cyclique. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de réciprocité, ou d'appartenance mutuelle, quelque chose de cet ordre-là, qui s'est un peu déconstruite avec l'habitude de faire des cadastres, des titres de propriété, des droits de transmission. La propriété, c'est le vol? C'est une vraie question aujourd'hui. Oui, c'est aussi une vraie maxime de je ne sais plus qui.
Je ne sais pas. C'était Karl, hein, c'est Karl Marx. Hein. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, j'aime bien le côté radical de l'expression. Je ne sais pas jusqu'où on peut la tirer, mais il y a sans doute un sujet spécifique sur... En fait, pour le formuler de manière plus simple, je trouve que c'est extrêmement arrogant, aliénant de se croire propriétaire de la terre. Il y a une espèce de quête d'immortalité sans doute là derrière, parce que j'ai des titres de propriété que je vais pouvoir céder à ma descendance. Enfin, on est quand même dans un truc bien bleu pour le coup, hein, en termes de spirale dynamique. Le nomadisme aujourd'hui, hein, derrière le mythe de la van life et le gars un peu déconstruit qui vit dans sa tiny, etc., il y a quand même malgré tout un questionnement sous-jacent sur la légitimité de cette propriété-là, la propriété immobilière. Et comme une violation naturelle de la propriété. Ou c'est la propriété qui est une violation de quelque chose qui serait de l'ordre naturel. Il y a un débat de cet ordre-là, et je le trouve intéressant. C'est l'ordre de l'humain sur l'ordre du vivant. Je prends les clichés, les grandes phrases. Oui, hein, tu vois, mais... en tous les cas, il y a quelque chose qui vient apporter un léger contrepoids ou contre-pied à quelque chose qui est vachement ancré culturellement depuis quelques siècles, qui est la transmission patrimoniale et la transmission immobilière en particulier. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser dans le nomadisme. Il y a une espèce de distance par rapport à ce besoin d'être propriétaire de l'endroit où on vit. Quand je repense à l'expérience que j'ai faite en tiny, quand je suis parti, donc c'était il y a 4 ans et demi, en me disant je suis le roi du monde en fait, je suis partout chez moi. Et tu as voyagé ? J'ai un peu voyagé, Portugal, la France, etc. Donc j'ai pas été au bout du monde, mais c'est une tiny d'un certain gabarit aussi. Et donc je me suis très vite retrouvé coincé à devoir négocier l'endroit où j'allais pouvoir stationner. C'est pas une tiny que je peux parquer dans un chemin creux et puis partir 3 jours après. Je m'installe, je me raccorde, etc. Donc c'est des séjours de quelques semaines et ça prend de la place. Mais tu n'as pas fait le choix d'avoir un van. Tu n'as pas fait le marche arrière en disant je prends plus petit. Il y avait quand même un certain niveau de confort que je voulais pouvoir emmener avec moi. Et donc du coup, ça m'a amené sur un véhicule de quelques tonnes. Mais donc je me suis retrouvé dans pas du tout le roi du monde en fait, plutôt quelque chose de l'ordre de nulle part chez moi. Et si je veux vaguement me sentir chez moi quelque part, je dois le négocier à l'avance. Soit parce que c'est quelqu'un qui est un pote ou une copine et donc je peux y être, parce qu'il y a un lien d'amitié, ou parce que j'ai quelque chose à échanger, un service, ou parce que je paye. Mais il y a une dépendance par rapport à quelqu'un qui, lui, est le propriétaire légitime du lieu et qui va me donner l'autorisation d'y stationner. Et ça a un peu fait clash avec cette espèce d'énergie un peu cacou de je suis le roi du monde et je suis partout chez moi, avec laquelle j'étais parti. C'était assez challengeant. Et puis tu es seul. Et oui, tout à fait. Ce sont des choses que tu ne partages avec personne aussi. Si, j'avais du monde autour de moi. Mais qui ne le vit pas avec toi. Oui, c'est juste, oui, tout à fait. Oui. Mm-hmm. Je pense que c'était un peu le but aussi à l'époque. C'était à une période où j'avais sans doute envie et besoin de me retrouver seul. Mais donc, pour revenir à la question du nomadisme, elle amène une perspective de déconstruction de ce besoin vital d'être propriétaire d'un bout de terre pour pouvoir exister. Ça reste très vrai administrativement parlant. Il faut être soit locataire, soit propriétaire pour pouvoir exister en tant que citoyen, pour avoir le moindre droit social ou politique. Et du coup, qu'est-il arrivé à toi, à ta tiny house ? De manière très pratico-pratique, je me suis donc retrouvé loin de Bruxelles, loin de mes filles, loin de la formation Gestalt qui démarrait, à me demander après quoi je courais ou ce que je voulais absolument éviter. Et donc je suis revenu en Belgique pour m'y poser. Je vis toujours dans cette tiny, puis elle est posée dans une ferme depuis 2 ans où je loue un petit bout de terrain. Et c'est une ferme où il n'y a pas de collectivité, on n'est pas sur un système... Si. Oui. Alors ça s'appelle maferme.be. Et c'est une ferme qui a été rachetée fin 2020, début 2021, je pense, par 1200 coopérateurs dans la région d'Anquien. Et le pitch de ce projet, c'est de pouvoir redéployer une capacité de production alimentaire de proximité. Donc voilà, si je suis dans un environnement coopératif. Et dans lequel tu
Tu es actif, tu participes, tu facilites, tu as... Alors, j'y suis actif, en tous les cas, Tu as un j'y rôle. vis. Il s'y passe un certain nombre de choses, et pas seulement des guinguettes et ce genre d'activités. Ce qui est bien aussi. C'est tout à fait, mais c'est surtout un lieu de production. Et donc, il y a une brasserie, il y a des chèvres, il y a de la production maraîchère, et puis il y a toute une série d'autres projets qui... Donc il y a une organisation qui se fait, avec des réunions, avec une entente qui doit être Ah oui. faite, avec... Tout à fait. Et donc tu peux revivre, tu participes à ça aussi? Oui, mais bon, enfin, c'est mon lieu de vie, et donc j'y participe, mais pas comme... À la marge. Tu Mais n'es pas comme facilitateur. Tu n'es pas le facilitateur, là. Oui, voilà. C'est tout à ça. fait, oui. Tu ne mélanges pas tout. Mhm. OK. Mhm. Et demain? Hé, hé. Ben, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je sens que la mobilité est pour moi un élément de sécurité. Le fait de pouvoir bouger? Le fait de pouvoir bouger sans trop de conséquences. Ouais, clairement, je ne vois pas comment je pourrais me sentir en sécurité si je n'avais pas cette capacité à bouger. Est-ce qu'un locataire n'a pas cette capacité-là aussi? Peut-être. Mais le fait d'avoir quelque chose qui est sur des roues, et je pourrais en parler à mon thérapeute, mais en tout cas m'amène un élément de sécurité. Il y a quelque chose de presque instantané. Alors c'est pas le cas, hein. Si je voulais partir, il y aurait quand même un petit peu de travail, mais c'est pas très loin. Enfin, le fait d'être sur la route, de quitter le gazon, d'être sur le tarmac et puis un peu plus tard ailleurs, en quelques heures c'est plié. Donc je sens que ça m'amène de la sécurité. Et pas devoir faire des caisses. Très peu. Et ça, c'est pas mal. Donc ta question c'était et demain, Demain. Sur le plan professionnel, c'est évident, c'est la psychothérapie. Sous quelle forme? Alors la Gestalt a aussi l'avantage de pouvoir se décliner de 1000 façons différentes, en individuel, en groupe thérapie, de groupe thérapie, en groupe, travailler dans les organisations, etc. On parlait tout à l'heure de constellation familiale, d'équicoaching et de ce genre de choses. Les déclinaisons varient à l'infini, mais c'est clairement ça qui m'appelle. Te relier à d'autres, une communauté aussi de personnes, ou bien plutôt vraiment te sentir assez plutôt électron libre, en électron libre connecté? Ça fait un autre sujet pour mon thérapeute, mais en ce qui me concerne, ce sera plutôt comme électron libre. J'ai pas mal misé, donné, essayé dans les collectifs. Je pense que l'avenir devra être collectif, mais j'ai fait la réflexion il y a quelques années que mes confrères, il y en a un paquet qui font de la facilitation, qui accompagnent des démarches de gouvernance dynamique, etc., sont tous plus ou moins des cow-boys solitaires. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, en fait, peut-être que moi aussi. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour faire le lien avec la sécurité d'avoir des roues sous l'endroit où je vis, à mon avis, on est dans le thème, on est sur le même sujet. Le cow-boy Et solitaire. je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais et pour autant, je suis ravi de voir ce qui se passe dans cette infinité de collectifs qui poussent comme des champignons et qui fanent comme des champignons aussi. Hein. Je pense que beaucoup de ces collectifs, et j'en ai moi-même initié, qui se sont plantés, démarrent avec une intention qui est de trouver le bon mode de fonctionnement. Et j'ai plutôt tendance à voir ça comme des expériences à faire. Je ne pense pas qu'il y a un collectif, aussi expérimental puisse-t-il être, qui va arriver à trouver une nouvelle forme de gouvernance qui est celle qui va nous embarquer pour les 100 ou 200 prochaines années. Je crois que c'est dans la multiplicité de ces expériences, et donc de ces initiatives et de ces échecs, que quelque chose va émerger. Mais ça va émerger du fait que ces expériences sont multiples et variées. Pas en termes de il y a un système qui va enfin s'avérer être un système sur lequel on peut à nouveau compter parce que les systèmes précédents on ne peut plus compter dessus. Édouard Glissant en parle assez bien en expliquant que c'est la multiplicité des initiatives comme des îlots qui obligent ces initiatives à communiquer entre elles. Et que c'est dans cette mécanique de communication et de synergie et de partage et de cette façon de tisser du lien dans cette multiplicité que quelque chose va émerger. Plutôt qu'un de ces îlots qui va réussir à imposer quelque chose qui sera de nouveau
une nouvelle façon de fonctionner qui nous sauvera tous. Dans la spirale dynamique, si on revient à ça, le monopole, c'était aussi justement des petits groupes collectifs parce qu'il y a des gros groupes. Ouais. Alors, Modopal, je suis content qu'on en parle un peu moins. J'ai l'impression que dans le petit monde de la spirale dynamique, on a plus tendance à parler du jaune que de l'opale, ou donc du teal, etc. Et c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai qu'on peut faire cette correspondance-là. Je vois surtout, en fait, et en particulier dans ces milieux-là, qu'il y a une espèce de réification hier de l'opale, aujourd'hui du jaune. Ça va de pair avec une facilité énorme à flinguer tout ce qui pourrait ressembler à du vert, alors qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est vachement orange et qui, en termes de masse, quand on regarde les statistiques, est plutôt en train de se rougifier que de verdir ou de se jaunifier. Et donc, je prends avec beaucoup de réserve et le désengage en règle du vert et le fait de porter jaune ou turquoise au nu. On est dans un monde orange. Il y a de ci, de là des expériences vertes qui se font. Et le fait de sauter au jaune, c'est un raccourci que je connais bien en fait. Je peux aussi, quand je rebobine le film de par où je suis passé, voir que j'ai plutôt personnellement tendance à être dans les systèmes dominante égocentrée, et c'est les circonstances de la vie qui m'obligent presque à rebrousse-poil de revenir visiter les niveaux antérieurs sociocentrés, mais après coup, après m'être un peu... Et je retrouve un peu ça dans cet empressement à aller vers la vision systémique, embrasser les paradoxes, etc. Enfin bref, tous les clichés qui correspondent au jaune. Je pense qu'il va vraiment falloir passer par une vraie phase verte avant. Et la phase verte, c'est quoi ? Dans la forêt, Jean England, le roman, ça pourrait éventuellement ressembler à du vrai vert. Et tant qu'on ne sera pas passé par là, on peut parler du jaune, on peut en fantasmer. Captain Fantastic, le film aussi. Oui, tout à fait. On est dedans. Hein. Je me connecte encore à toi, on arrive à la fin de l'émission, mais il y a quand même une chose que je voudrais te partager, qui m'interroge, parce que c'est une chose qui revient entre chaque ligne. L'empressement. En fait, tu parles énormément de l'empressement et de la volonté de ralentir et l'empressement. Tu vois, et il y a une forme de va-et-vient, comme un inspire et un expire chez toi, dans le rapport à la vitesse. Oui, c'est donc sans doute un sujet d'actualité pour moi. C'est chouette que tu le remarques. C'est une vraie tension aussi. Effectivement, je me retrouve dans ce rebond de... Parce que c'est pas une volonté, hein. Tu es au milieu de ça. Dans un rebond entre l'envie que les choses se fassent très vite, parce qu'il y a le feu au lac. L'explorer très vite. Il y a une vraie urgence. Il y a vraiment... Enfin, ça va mal. Et le lâcher prise parce qu'on ne... Et on ne peut rien y faire. Acceptons. Alors, accepter, c'est encore autre vivre chose, avec, mais ou en tout cas, accepter avec. qu'on ne puisse rien y faire, et quand on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand même et là, on est plutôt sur le terrain thérapeutique, et où les choses ne peuvent pas se faire dans l'urgence. Tu fais ta part, tu sais, c'est un peu le colibri, quoi. Oui, j'allais dire le rossignol, mais t'as raison, c'est le colibri. C'est le colibri, oui. Dans l'incendie. Oui. Mais donc oui, il y a une vraie tension entre un empressement, une forme d'urgence, un ressenti d'urgence, et en même temps de... C'est beau. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est présent. Pour la fin de notre émission, j'aime bien demander à chaque invité 3 livres ou choses, médias, qui aujourd'hui, pour le moment, t'inspirent, te nourrissent et que tu veux partager à nos auditeurs. Ok. Bon, ce seront 3 livres en l'occurrence. Le premier, je crois que c'est le bouquin que j'ai acheté dans le plus grand nombre d'exemplaires pour l'offrir à pas mal de gens. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur du coup, mais le titre le rend facile à trouver. C'est Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. C'est l'histoire d'un occidental qui apprend à tirer à l'arc auprès d'un professeur zen. Et sans trop le spoiler, il y découvre que c'est la flèche qui décide quand elle part. Un bouquin qui m'a beaucoup marqué et que j'offre volontiers. Un autre bouquin que j'ai lu récemment, Jean-Georges Lemaire, Le couple, sa vie et sa mort.
Le titre de ce bouquin m'a chopé parce qu'un bouquin qui parle du couple, en mettant dans le titre vie et mort, c'est pas courant. Et c'est un bouquin vraiment intéressant qui replace le couple dans une dimension personnelle et interpersonnelle. Qu'est-ce qu'on rejoue à titre personnel quand on embarque dans un couple, quand on choisit un partenaire? Comment se fait ce choix? Qu'est-ce qui se rejoue de ma propre vie dans la façon dont ce choix se fait, consciemment et inconsciemment? Ça replace aussi le couple dans un système d'échange et quelque chose d'un peu contractualisé, et dans un bain culturel et sociétal. Il y a 3 étapes dans ce bouquin, c'est très intéressant. Et pour le 3e, j'hésite entre 2 bouquins, c'est la ficelle est un peu grosse, mais c'est de toute façon d'en citer 4. C'est très bien. Il y a Quand la beauté nous sauve, de Charles Pépin. C'est un bouquin qui m'a beaucoup touché. Et Se libérer du connu, de Krishnamurti. C'est un bouquin qu'un pote m'a offert il devait y avoir 20 ans de ça. Je l'ai ouvert, j'ai rien compris. J'ai lu les 10 premières pages, je me suis dit, je peux pas tout. Je comprends rien du tout. Donc ce bouquin est resté quelque part sur une table ou sur une étagère pendant une dizaine d'années. Et puis il est ressorti à un moment donné. Au bon moment. Oui, j'ai vraiment trouvé ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai découvert Krishnamurti. Et c'est vraiment un bouquin qui a fait sens pour moi. Dans cet empressement de coach, à multiplier les acronymes, les formations, les expériences, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on oublie tout ça? Et en arrivant à la fin de cette émission, on a nos 3 questions traditionnelles. La première question, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais laisser à l'humanité après toi? Mon Dieu. Je ne pense pas que j'aurai de réponse à cette question-là. Parce que je ne vois pas comment je pourrais me projeter dans l'envie de laisser quelque chose sans me priver d'une part de sincérité et d'immédiateté de présence. Si je dois commencer à bouger, réagir en fonction de ce que je voudrais laisser, mon Dieu. Rien. Et en même temps, c'est pas vrai. Je pense d'abord à mes filles quand tu poses cette question. Ça, c'est la 2e question. Ah, ok, d'accord. Vas-y, envoie la 2e question. Qu'est-ce que tu souhaiterais laisser à ta famille? Mes filles, c'est déjà pas mal. Ça me fait repenser à une partie de Monopoly avec elles il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, il est peu probable que je leur laisse grand-chose sur le plan patrimonial. Et je me suis retrouvé à leur filer les cartes que j'achetais ou que j'arrivais péniblement à acheter pendant la partie de Monopoly sous la table. Ça ne dit pas grand-chose. Ça dit beaucoup. Ouais. Bon, voilà, qu'est-ce que je voudrais laisser à ma famille? Et puis, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question-là maintenant? C'est pour quand la 3e guerre mondiale? C'est pour quand l'effondrement? Qu'est-ce que je voudrais leur laisser? S'en prendre à d'autres? La propriété, c'est du vol. Bref. Question compliquée, je trouve. Dernière question. Et Dieu pour toi dans tout ça? Est-ce que ce n'était pas le titre d'une émission? Je serais plus à l'aise avec la question et la spiritualité dans tout ça. Dieu, c'est à un moment donné une façon de l'aborder. C'est un mot. Tu parlais de chamanisme tout à l'heure. Où est Dieu? Je reviens sur le mot renoncement. Il y a quelque chose. En tout cas, je suis là. Ça me permet de constater... Enfin, ça, je peux le constater. Je constate que je suis là, accessoirement, je constate que tu es là. Et dans le mystère qui fait qu'il y a 2 consciences qui sont présentes à un moment donné, ou plus, ça dépend du contexte, Dieu pourrait être le nom que je donne à ce mystère. Et en lui donnant un nom, j'accepte la part mystérieuse, qui pour moi est la même que la part poétique ou artistique. Et voilà, c'est quelque chose une façon d'habiller ce mystère-là. Est-ce qu'il y a encore un sujet que tu aimerais dire pour conclure, une chose qui est importante pour toi, pour nos auditeurs, pour toi? Écoute, non, pas particulièrement, ou rien qui puisse tenir en 30 secondes en tous les cas. Je crois qu'il va falloir que tu me réinvites. On le fera avec grand plaisir.
C'était Olivier Caimax pour la Voix du Yéti. Et vous, auditeurs, auditrices, qui nous écoutez sur la route, nomades ou sédentaires, confortablement installés, quoi que vous fassiez, faites le bien et surtout éteignez vos télés. Merci et à bientôt.